Relégué au second plan dans les médias, le conflit fratricide entre l'Ukraine et la Russie fait toujours des ravages. Après une accalmie autour des célébrations de la fête de la victoire le 9 mai dernier, les hostilités ont largement repris avec une concentration des cibles sur les capitales respectives. Jeudi dernier, une importante salve de drones russes a frappé Kiev, faisant plus de 20 morts. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dénonce un génocide. Ce cessez-le-feu n'est qu'un coup de bluff. Nous avons déjà entendu ce genre de déclaration de la part de Poutine à maintes reprises. On ne peut pas lui faire confiance. La guerre se poursuit et elle est perfide. Quand il prétend que les cibles militaires sont des cibles légitimes, c'est un mensonge. Nous voyons un grand nombre de maisons détruites. Nous voyons de nombreux civils mourir dans une ville paisible. Et cette guerre n'est rien d'autre qu'un génocide. Les drones ukrainiens ont riposté ces derniers jours et tout particulièrement dimanche. Quelques 600 engins se sont abattus sur le territoire, faisant au moins 4 morts, dont 3 dans la périphérie de Moscou. Selon Kiev, c'est la plus grosse attaque lancée contre la Russie depuis le 24 février 2022. Une attaque qui aura certes marqué par son caractère spectaculaire, mais pas réellement par ses résultats. À plus forte raison que les autorités russes ont affirmé avoir intercepté la très grande majorité des engins, y compris sur la Crimée et dans les mers Noires et d'Azov. Par ailleurs, les objectifs peinent à convaincre, même si le SBU, le renseignement ukrainien, affirme avoir visé des usines produisant des composants d'armement. Également dans le collimateur, les raffineries et autres infrastructures liées au pétrole. En effet, l'Ukraine ne décolère pas devant l'évolution de la situation internationale et constate que la Russie a vu ses exportations de pétrole augmenter en raison des blocages liés à la guerre au Moyen-Orient et à la situation dans le détroit d'Ormuz. Volodymyr Zelensky déplore en effet que les matières premières russes financent l'effort de guerre, un effort de guerre en partie payé par les Occidentaux qui achètent les ressources russes par des moyens plus ou moins détournés. Une manne financière qui devrait aider à pourvoir aux besoins de l'offensive estivale que souhaite mener Moscou pour tenter d'en finir avec la guerre en récupérant le contrôle total des oblasts de Donetsk et Lugansk. Une opération qui semble lancée depuis plusieurs semaines mais qui reste fort coûteuse en hommes et engrange des gains territoriaux faibles au quotidien. Beaucoup de commentateurs ont d'ailleurs estimé, après un défilé russe du 9 mai clairsemé, que le matériel commençait à manquer. Vladimir Poutine a pour sa part estimé que la guerre touchait à sa fin. Les pays occidentaux ont promis leur aide et ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave. Une fin qui se fait attendre dans la mesure où les négociations de paix sont à l'arrêt depuis des mois et que chaque partie campe sur ses positions. Ainsi, quand Moscou réclame la reconnaissance de l'appartenance des 4 oblasts à la Russie et l'abandon de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, entre autres choses, Kiev espère un retrait des soldats russes comme si la guerre n'avait jamais eu lieu. Des demandes impossibles à satisfaire pour Vladimir Poutine qui a engagé ses troupes depuis plus de 4 ans et doit aussi compter avec des factions politiques beaucoup plus exigeantes qui refusent tout compromis avec l'Ukraine. Du côté de Volodymyr Zelensky, la partition est également complexe car son entourage plaide pour une poursuite du conflit, tandis que les affaires de corruption se rapprochent dangereusement du président. Un président dont le mandat est échu depuis 2 ans alors que des élections pourraient sans doute rebattre les cartes des négociations. Huile dans le moteur, les ministres des Finances du G7 se réunissent ce lundi et mardi à Paris pour coordonner leur réponse aux conséquences économiques de la guerre au Proche-Orient. Participent à ce sommet la France, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et une représentation de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie, Roland Lescure, a insisté sur l'utilité du multilatéralisme face à la loi du plus fort. Ironie du sort, c'est Moscou qui répète depuis 2 décennies qu'il faut entrer dans une ère multilatérale. Parmi les priorités qui sont évoquées à ce sommet, l'impact du blocage du détroit d'Ormuz avec 20% du pétrole mondial et le transport d'engrais, la volatilité des marchés et la diversification des minerais critiques loin de la Chine. Les discussions visent à aider les secteurs les plus touchés.